Depuis le début, vous êtes directeur de la rédaction et des programmes. En reprenant le courrier que Philippe Millot a envoyé à ses auditeurs en début d'année pour leur souhaiter une bonne année, je lis... Alors. Quelle victoire contre ceux qui ne croyaient pas en cet ambitieux projet de télévision sur Internet. Je suis heureux de leur donner tort. Votre chaîne est un média libre et indépendant de toute influence, de tout lobby, des subventions de l'État et de la publicité. Pour relever une telle gageure, se lancer dans la création d'une télévision libre avec des moyens financiers très insuffisants, il fallait vraiment être motivé. Il fallait, me semble-t-il, avoir beaucoup souffert de la qualité désastreuse de nos chaînes de télévision et de nos grands médias, en général, ceux-ci incluant les grandes chaînes de radio et les grands journaux, le mot « grand » évidemment étant entre guillemets. D'abord au moment du journal, mais aussi dans les autres émissions, il est à la télévision beaucoup question d'information. La qualité de l'information a quelque chose à voir, on en conviendra, avec la vérité. Et la vérité peut déranger. Si elle dérange ceux qui ont le pouvoir et l'argent, alors la télévision peut se transformer en outil de propagande. Et nous y sommes. Mais si la vérité dérange certains, il en est d'autres qui sont justement dérangés par son absence de vérité, par cette absence. Et c'est ce qui a pu motiver votre engagement, Martial Bild, dans cette belle entreprise. Merci de nous en dire plus. Donc vous allez intervenir pendant un petit 3/4 d'heure, à la suite duquel les auditeurs seront invités à poser des questions et donc nous assisterons à un échange. Merci. Merci beaucoup, Florence Schubert. Merci de votre invitation. Merci de l'invitation du Cercle Saint-Riul. Premier évêque de Senlis, j'ai appris cela, j'ai voulu aller à la cathédrale devant ces reliques, la cathédrale, c'était trop tard. Alors je me suis plongé dans Gérard de Nerval, qui a évoqué ce saint, parce que j'ai appris que ce saint avait, pas loin d'ici, je crois, dans les forêts, pas loin de Senlis, pris la parole, et il y avait bien évidemment la possibilité d'avoir le silence. Silence que moi j'ai obtenu ce soir sans même le demander. Et ça tombait bien. Ah vous verrez ce qu'il va advenir de notre ami. Et il a raison de s'éloigner, car à ce moment-là, le saint a, pour imposer le silence, transformé tous ceux qui parlaient en grenouilles, sauf un. Sauf un. Allez, ce sera celui-là ce soir. Et ces grenouilles, c'était c'était un peu comme les dragons. C'était vraiment la signification du paganisme. C'est tout simplement que Senlis devenait chrétienne. TV Liberté, c'est un projet ambitieux, tellement ambitieux, Florence, vous avez raison de le rappeler, qu'il y a encore 6 ans, beaucoup le tenaient pour inimaginable. Et pourtant, il est vrai que dans notre société médiatique qui est verrouillée, qui est soumise au pire diktat, nous avons réussi à réaliser notre premier objectif, c'est de devenir un lieu essentiel de refus de la bien-pensance et le carrefour non seulement de toutes les droites, mais aussi de tous les défenseurs de l'esprit français et de la civilisation européenne. Ce qui permet d'avoir de conférence en conférence, puisque avec Virgile Dernoncourt, qui est notre responsable de relations commerciales de la chaîne, nous en sommes aujourd'hui, depuis, alors pas depuis le début de l'année, mais depuis que nous avons commencé, c'est-à-dire 13 mois, à la 17e conférence qui nous permet de rencontrer des gilets jaunes, des militaires, et je salue l'amiral qui est au premier rang, ainsi que vous, madame, bien sûr. Voilà, un amiral qui me dit qu'il a tout simplement dirigé à la fois le Clémenceau et le Foch, et moi je me prends à rêver, et je suis déjà ravi de rencontrer, comme je suis ravi d'ailleurs de rencontrer, comme nous l'avions fait à Caen, une centaine de
gilets jaunes qui étaient dans la salle en pleine forme à ce moment-là, c'était l'an passé. Et tout ça, c'est pour moi un grand moment de se dire qu'on part à la rencontre des téléspectateurs et que finalement, derrière l'écran, il y a des gens qui nous regardent et ces regards, eh bien, je les découvre. Nous étions bien sûr il y a peu de temps aussi à Chantilly pour ce même type d'exercice. Dans cette France libérale, libertaire promue par Emmanuel Macron, la police de pensée, elle rôde comme un vautour d'ailleurs, mais il y a des voix de résistance qui se font entendre. La France s'affaisse, c'est vrai qu'elle disparaît sous nos pas, qu'elle disparaît sous nos yeux, et pourtant, il y a encore, comme dans Astérix, des villages gaulois qui résistent, qui provoquent le sursaut, qui mobilisent, comme le fait TV Liberté, des centaines d'experts, des spécialistes, mais aussi des intellectuels, des ouvriers, des patriotes, des gilets jaunes, des conservateurs, des bioconservateurs, des souverainistes, des identitaires, des nationaux, des nationalistes, des populistes, que sais-je encore, je vais en avoir oublié, tous ont un même point commun et veulent faire flamber l'espérance. Et si TV Liberté a un premier rôle, c'est celui-là, faire flamber l'espérance, car jamais c'est fini. Jamais ça ne sera fini. Et donc, il fallait pour cela le démontrer. Et dès que j'ai dit cela, j'essaie aussi de vous démontrer que nous n'avons pas un rôle seulement d'une télévision comme les autres. Nous n'avons jamais voulu être une télévision comme les autres. Nous avons une mission. Cette première mission, c'est faire flamber l'espérance. Et pour cela, il faut construire, inventer, réinventer ce concept de presse alternative. Ce terme-là nécessite que l'on prenne 2 secondes de réflexion. Quand nous avons créé TV Liberté, nous l'avons créé comme première chaîne de réinformation, informer différemment. Et puis, les choses arrivant, et dans un contexte, disons, jamais forcément très amical à notre égard, la réinformation est devenue la réinfosphère, puis de la réinfosphère, l'adversaire a considéré qu'on était à la fachosphère. La boucle était bouclée, il fallait corneriser toute idée qu'il y ait un média alternatif aux médias de masse. Ça n'était pas autorisé, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais au moins, puisque nous existions, il fallait nous corneriser, et bien nous donner la possibilité d'être ramenés à quelque chose d'extrémiste. D'où nous avons changé la notion et nous sommes passés à la notion de alternative, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et ce terme-là n'est pas un terme qui vient des milieux de droite. Dans la réalité, les mouvements alternatifs sont liés très précisément à toute une série de mouvements gauchistes ou extrémistes de gauche. Ils ont donc beaucoup de difficultés à nous reprendre ce mot que nous avons récupéré dans le ruisseau, il traînait par terre, donc nous l'avons récupéré, c'est la faute à personne d'autre que nous, et depuis que nous possédons ce terme-là, il court après et refuse obstinément de dire que nous sommes une presse alternative. Le média de Mélenchon est autorisé à utiliser le terme, mais alors que nous sommes nés avant eux, alors qu'ils nous ont copiés sur l'ensemble des programmes, sur l'ensemble des dispositifs, eux sont autorisés à le faire. Raison de plus de maintenir cette notion de média alternatif, libre, indépendant, qui ne doit rien à quiconque, comme vous le rappeliez, Florence. Un média qui refuse la propagande, qui propose une information qui doit être simple, vérifiée, exemplaire, vraie. Approcher la réalité pour trouver la vérité, parce que seule la vérité rend libre TV Liberté. Alors si je vous dis tout cela en exergue de mon propos, c'est tout simplement pour faire comprendre que TV Liberté n'est pas seulement la mise en place audacieuse même d'une chaîne audiovisuelle qui est racontée, c'est la page de pub, profitez-en là si vous voulez faire quelque chose, parler à votre collègue ou à vos amis, n'hésitez pas, c'est la page de pub. C'est raconté dans ce livre-là que nous vendons au prix de 10 €, donc je vais bien laisser une page de pub. Le défi, que j'aurai le plaisir de vous vendre, et qui soutient bien évidemment TV Liberté, et qui raconte fort bien, parce que ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, la vie et comment est née TV Liberté avec des audaces et puis quelquefois même des exploits et pourquoi pas même quelquefois des petits actes d'héroïsme, tout simple, mais quand même d'héroïsme. Lisez-le vraiment, il est facile à lire, il est agréable. J'ai fini la page de pub. C'est pour vous dire que TV Liberté, au dehors de l'audace, c'était la volonté de redonner aux citoyens français leur place face à une caste médiatique.
Donc, vous voyez déjà se profiler le rôle de TV Liberté, qui est un rôle d'une mission, je vous l'ai dit, faire flamber l'espérance, d'une alternative à ce qui existe, mais pas seulement une alternative, mais une alternative qui va amener à faire disparaître la presse, grande presse, ou la presse de masse, ou la presse, ou les masses médias, qui, eux, petit à petit, vont s'étiolent déjà, et sont voués à disparaître. Donc il y a la volonté d'exister, mais aussi, demain, de remplacer. Dénoncer la caste médiatique, la médiacratie, c'est faire l'étude de cette cohorte de journalistes, pas tous, hein, évidemment, pas tous, mais qui sont déconnectés, déphasés, idéologisés, manipulés et manipulateurs. Je ne vais pas vous faire toutes les leçons et je ne vais pas être très long, mais je vais vous donner un exemple de ce que on peut expliquer comme déconnexion de certains journalistes avec le réel. On se dit, par exemple, qu'aucun journaliste n'a vu ce que TV Liberté avait vu, c'est-à-dire l'arrivée d'une révolte, celle des Gilets jaunes, qui précède d'ailleurs une autre révolte d'un autre type, qui est celle en faveur d'une justice sociale, et qui sont des revendications sociales, dont il ne s'agit pas ici de se dire qu'elles sont valables ou pas, mais il est clairement aussi indiqué qu'une partie importante de la population soutient ou manifeste pour des revendications de justice sociale. Nous avons, pour les Gilets jaunes, annoncé cela. Or, la presse ne les a pas vus venir. Cette France qui est invisible, elle ne l'a pas vu venir, et elle ne l'a pas compris parce qu'elle ne savait même pas qu'elle existait. Et pourquoi cela? On peut se dire que c'est par idéologie, que les journalistes ne veulent pas voir cela. Mais moi, je suis un homme profondément bienveillant, y compris à l'égard des journalistes qui se comportent mal à notre égard. Et je pense que cette déconnexion, elle tient surtout à la façon dont sont formés les journalistes. Ils ne sont pas formés, ils sont formatés dans des écoles de journalisme ou à Sciences Po. Ce sont des écoles qui sont d'ailleurs très coûteuses, qui coûtent très très cher aux parents, et je dis à chaque fois, ne faites pas cela, ce n'est pas nécessaire. Le journalisme, ça s'apprend sur le terrain, ça se vit. Et ce milieu subit une indubitable, préjudiciable uniformité sociale. Bien évidemment, quand on paie 15 000 € par année d'études pour une école de journalisme, bon, ben, c'est les parents qui peuvent. Certains s'endettent totalement, on endette les enfants, en leur faisant prendre des prêts sur plusieurs années et à l'avance. Et puis, bien évidemment, il y a ceux qui peuvent le faire. Et c'est ainsi qu'on arrive à une caste qui a une uniformité sociale, une uniformité culturelle, même une uniformité géographique. Il y a 35 000 cartes de presse qui sont distribuées en France aujourd'hui. Les journalistes de TV Liberté se les sont vus refuser. Donc je n'ai pas, moi, eu le droit à la carte de presse. On m'a dit que je n'étais pas assez journaliste. Je ne fais que 3 heures d'interview par jour, 2 émissions, et je dirige la rédaction et les programmes d'une chaîne de télévision qui produit autant de KTO. Mais bon, c'est ainsi. On a considéré que ça n'était pas suffisant. C'est pas grave, je m'en suis remis très rapidement. Mais sur 20 000 des 35 000 personnes qui ont une carte de presse, 20 000 sont à Paris ou en Île-de-France. C'est-à-dire que presque 2 tiers des journalistes sont à Paris ou en Île-de-France. À un moment donné, cette uniformité sociale, culturelle, géographique est préjudiciable. On en arrive à une forme d'entre-soi. Et bien évidemment, c'est ce qui gêne les Français. C'est ce qui amène une défiance à l'égard de la presse, parce que pour faire simple, on traîne entre journalistes, on fréquente les mêmes endroits, on vit ensemble, on meurt ensemble, et c'est une forme d'entre-soi où seules les catégories socio-professionnelles supérieures ont le droit de se joindre ou de s'immiscer. Les journalistes écrivent librement, et vous le disent, nous écrivons librement. Oui, ils écrivent librement ce qu'ils sont socialement programmés à écrire. Et c'est ce copinage, cette consanguinité qui crée la défiance des Français. Il faut donc sortir de cela de façon à pouvoir aujourd'hui faire ce que doit être un journaliste, c'est-à-dire non pas mais doit être la représentation de ce que vit le peuple. Il doit être l'interprétation de ce que vit le peuple, de ce ressentiment, mais aussi de ses exigences, mais aussi de ses espoirs. C'est le rôle d'un journaliste. Le journaliste n'a pas à calquer et à mettre sur une télévision son point de vue. Et c'est en cela que nous construisons petit à petit une presse alternative. Quand je reçois un invité, je le fais avec bienveillance. Si je ne suis pas d'accord avec lui,
Mais c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Je ne suis pas là pour donner mon point de vue. Quand je fais l'émission Bistro Liberté, il y a des fois des choses qui se disent avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Mais quand on est un animateur, on se doit à une forme de neutralité qui permet à chacun de donner son point de vue. Si je donne la parole à l'amiral en lui disant moi je n'ai jamais rien eu à faire de la marine, on n'en a pas besoin », bon, ben, c'est sûr que, amiral, vous allez avoir quelques difficultés à me répondre, autrement que nous ne sommes pas d'accord, au revoir. Bon, donc ça n'est pas suffisant. Or, aujourd'hui, les journalistes sont devenus des juges. Ils sont devenus des personnes qui essaient d'appliquer ou d'apporter leur point de vue et de l'imposer aux gens. Ça n'est pas le rôle d'un journaliste. Ou dans ce cas-là, il faut être animateur, comme on peut l'être, et dans ce cas-là, on ne prend pas sa carte de presse et sa carte de journaliste. La défiance naît aussi du déphasage de toute cette profession. C'est parce que, au final, comme c'est une consanguinité qu'ils vivent ensemble, ils ont fini par avoir cette forme snob et absolument ahurissante de forme de mépris du peuple. Voilà. On ne le connaît pas, et finalement, quand on l'approche, on va le voir. Alors on va à Dunkerque, hein, et puis on débarque du train, on fait le reportage, puis on revient en disant « Oh là, les Péquenots, oh là là, oh là là ». Puis il pleut toujours à Dunkerque. Pardon, Virgile, c'est vrai qu'il pleut toujours un peu à Dunkerque. Mais voilà, cette vision-là n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable, et elle crée bien évidemment un trouble que l'on voit parfaitement quand on regarde la crise des Gilets jaunes avec des vrais gens. Le mot France, il y a un F. France, c'est pas Rance. Et il faut donc, à un moment donné, que les journalistes le comprennent. Et c'est ce qui donne chez eux ce ton méprisant, ce ton dominateur. Elle se laisse enfermer, cette presse, dans un carré que j'ai souvent expliqué, que je réexpliquerai toujours, qui est un carré maléfique, satanique, qui est les écoles de journalisme. Je vous l'ai dit, elles formatent les annonceurs qui commandent. N'oubliez pas cela, parce que bien évidemment, quand vous vous dites « Oh, le Figaro Magazine n'a pas mis l'article qu'on aurait souhaité, etc. » Mais souvent, la liberté du Figaro Magazine est très forte. Je ne vais pas prendre ce journal-là, mais souvent, il y a les contraintes des annonceurs qui disent « Si vous passez cela, si vous dites cela, nous retirons nos publicités. » Les publicités de l'État, source importante, manne essentielle, et puis les publicités tout court. Et on s'aperçoit, regardez bien, que plus les journaux sont à droite, moins ils ont de publicité. Le quotidien présent national n'a pas de publicité. Valeurs actuelles souffrent du manque de publicité. Le Figaro Magazine a peu de publicité. C'est le Figaro Madame qui a la publicité. Le Figaro Madame est contraint ou s'impose ou s'autorise d'avoir un point de vue qui soit un point de vue particulièrement neutre et peu de droite, disons-le clairement. Ça ne fera pas, on peut le dire sans qu'il soit particulièrement choqué par cela. Mais pour avoir la publicité, il faut une neutralité, et cette neutralité veut dire bien évidemment être de gauche. Moins il y a de publicité, plus on est un journal de conviction, plus on est un journal situé à droite. Et quand il y a de la publicité, eh bien on est encore attaqué par l'extrême gauche pour que les annonceurs, faire pression sur les annonceurs, si ceux-ci n'avaient pas dit qu'ils ne voulaient pas de pub sur Valeurs Actuelles, eh bien l'extrême gauche pousse ces annonceurs à ne pas passer de publicité. Et les annonceurs répondent au quart de tour. Le petit doigt sur la couture du pantalon, ils disent bien évidemment oui, c'est ce qui s'appelle les Sleeping Giants, qui est une petite organisation, il doit y avoir 3 gauchistes derrière, dont un stipendié ou 2, qui téléphone en disant « Mais Darty, comment vous osez passer la publicité sur le site de Boulevard Voltaire ?» Et là, le communicant de Darty se dit « Oh mon Dieu, enfin, il se dit mon Dieu, il dit autre chose, mais il dit « Oh là là, mais ça va être terrible pour Darty, Et à ce moment-là, on supprime la publicité. Certains ont répondu qu'ils ne supprimeraient pas la publicité, et c'est passé, et il n'y avait pas de problème. Donc, vous voyez bien que les annonceurs ont un rôle essentiel, c'est eux qui commandent. Et puis, dans le carré maléfique, il y a 4 côtés, hein, si je ne me trompe pas. C'est gentil de me contredire, je pense que c'est bon. Il y a donc les annonceurs, il y a donc les écoles de journalisme, il y a le CSA qui contrôle, et puis l'État, qui est aussi le CSA, mais qui finance les plus obéissants et les plus idéologisés. Ce carré magnifique entraîne la mort de la liberté. C'est une machine à museler la pensée, qui rentre dans le carré maléfique
est en péril de mort. C'est compliqué parce que vivre sans annonceur, vivre sans que le CSA vous embête, vivre sans que les écoles de journalisme formatent les élèves et que l'État ne finance pas votre action, cela est bien évidemment difficile. Et je vais vous prendre un cas qui est le cas le plus simple. C'est celui de France Télévisions. C'est la plus belle des machines à museler. C'est un groupe qui se présente comme le premier média des Français, c'est d'ailleurs vrai, s'appelle le groupe France Télévisions, dans la réalité le groupe France Média. Arrêtons-nous sur le cas que l'on peut considérer comme ce mammouth de l'audiovisuel avec son budget, 4,5 milliards d'euros par an, 17 000 salariés. 4,5 milliards, 17 000 salariés, France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, France O, jusqu'à août prochain, Radio France, France Inter, France Info, France Bleu, France Média Monde, France 24, RFI, Euronews, Africa News, TV5 Monde et l'INA. Ils forment un temple, un vrai temple d'ailleurs, de la gabegie et du gaspillage. Les exemples sont nombreux et franchissent quand même un peu des fois le silence, l'omerta qui règne autour du groupe. La redevance audiovisuelle a pour seul but de financer le service public, bien évidemment, mais notre argent sert aussi à renflouer, par exemple, les caisses du comité d'entreprise, qui compte quand même 50 salariés et 110 intermittents. 1 million d'euros sont partis récemment, non pas pour améliorer les moyens d'émission des racines et des ailes, mais pour gérer un château situé dans un parc de 115 hectares et doté d'une piscine pour accueillir les salariés de la boîte, je crois. Alors, pour concurrencer Netflix, par exemple, Netflix, 177 millions d'abonnés dans le monde, 177 millions d'abonnés. Donc France Télévisions s'allie à TF1 et M6 pour contrecarrer et concurrencer Netflix, 167 millions d'abonnés. Donc là, on sent que la concurrence va être quand même difficile et délicate. Alors on va mettre des investissements annuels dans la création sur un projet qui s'appelle Salto, et on va concurrencer Netflix. Netflix, je vous le rappelle, 167 millions d'abonnés. La somme d'investissement annuel de Netflix, 20 milliards. 20 milliards par an. Ça, c'est Netflix. Donc nous, on va concurrencer avec M6, France Télévisions, notre argent et TF1. Le projet se construit, donc quand même plus difficilement qu'un hôpital en Chine, puisqu'on a démarré en 2018 et on devait aboutir très vite. On devait aboutir encore en mars, là, le mois prochain. En fait, maintenant, c'est encore reporté un petit peu en juin, mais on va concurrencer les 167 millions d'abonnés et les 20 milliards d'investissement, puisque nous, on va mettre 40 millions d'euros d'investissement, 20 milliards, 40 millions d'euros. Vous voyez que la concurrence va être rude, il va falloir être merveilleux, mais ces 40 millions d'euros, c'est quand même le triplement du budget du départ. 50 employés, d'ailleurs, intègrent tout de suite le projet Salto, qui s'annonce comme une gigantesque usine à gaz, parce qu'il y aura des programmes qu'on pourra prendre, d'autres qu'on ne pourra pas reprendre, mais on va concurrencer 167 millions d'abonnés de Netflix. Il y a un rapport de la Cour des comptes de 222 pages sur le groupe France Télévisions, sans aucune conséquence. On a publié 222 pages, elles ont été jetées aussi vite que d'habitude pour ce que fait la Cour des comptes, sur le fonctionnement du mammouth de l'audiovisuel. Alors les magistrats relèvent l'absentéisme bien supérieur à celui du privé, les mises au placard, les effectifs pléthoriques, les coûts des émissions. Un exemple que je donne tout le temps, il faut 4 émissions de Laurent Ruquier pour avoir le budget annuel de TV Liberté. 4 émissions de Laurent Ruquier, 1 mois de On n'est pas couché, c'est égal à 1 an de budget de TV Liberté. Voilà, ça c'est pour les coûts pharaoniques des émissions de France Télévisions. Et puis, il y a les frais de confort. Alors ça, là, il y aurait, on peut en faire 3 jours, je vous fais seulement les taxis, une profession que peut bénir, ou qui bénit France Télévisions tous les matins, les taxis parisiens, puisque la Cour des comptes avait relevé en 2015 2 millions d'euros de notes de taxi en une seule année. 2 millions d'euros de notes de taxi et 240 000 euros d'ailleurs pour le logo de France 2. Vous savez, le logo de France 2, c'est un logo qui est très important. Donc avant, il y avait marqué F2, et puis après, le nouveau logo, c'est F2 avec un point de couleur. Un point rouge pour France 2, un point bleu pour France 3, un point vert, un point jaune, un point 240 000 euros pour faire un point, Florence. Alors, on se dit à ce moment-là qu'on aimerait bien, je suis désolé pour la caméra, on aimerait bien être l'agence de communication qui a vendu le point, 240 000 euros, 50 000 euros le point.
Mais il fallait y penser à ce point de couleur, c'était audacieux. Mais on peut continuer en évoquant les 30 millions d'euros annuels pour les quelques centaines de téléspectateurs de France O, c'est-à-dire Outre-mer, de France Outre-mer, quelques centaines de téléspectateurs, 30 millions d'euros annuels. On va fermer France Outre-mer, mais on va mettre un autre projet, une autre usine à gaz en place. Quand on ne dilapide pas notre argent, ou quand on dilapide notre argent, c'est une chose. C'est pas agréable parce que c'est notre argent, mais c'est une chose. Mais qu'on l'utilise pour nous moquer, pour nous blesser, pour nous humilier, pour nous vilipender, pour nous railler, pour nous stigmatiser, ça c'est encore autre chose. Or, le mammouth audiovisuel public est devenu un vecteur de discrimination, de politisation, mais extrême, un monstre partisan qui nie sa raison d'être, c'est-à-dire la garantie du pluralisme scrupuleux, à défaut d'un début de neutralité. La propagande s'infiltre dans tous les programmes et dans toutes les émissions. Toutes les émissions, il n'y en a pas une, bien évidemment, qui puisse, comment dire, ne pas être exempte de tous les modes actuels, et les séries, et dans le journal télévisé, et dans les spectacles, et dans les émissions. Des centaines d'intellectuels, d'artistes, ne pensant pas convenablement, d'ailleurs, sont privés avec toujours notre argent. De radio ou de télévision, Zemmour, par exemple, est interdit, à France Télévisions, interdit. Ruquier ou Drucker ont le droit de jeter des fatwas sur tel ou tel invité politique. Chez Drucker n'a jamais invité telle personnalité politique, et Ruquier dit qu'il ne le fera pas, alors qu'une nouvelle fois, il est payé par 10, 15, 20, 30% des électeurs qui ont amené ces personnalités politiques qu'on peut ne pas apprécier, mais qui sont sur le service public. Quand on est dans le privé, on peut négocier à l'infini l'idée que telle personnalité ne soit pas invitée ou pas. Encore que, moi si demain matin on me dit Mélenchon veut venir à TV Liberté, il viendra bien évidemment, et il sera accueilli avec bienveillance, et on lui posera les questions qu'on doit poser à ce socialiste transformé. Mais en réalité, dans le privé, on peut se poser la question, même si moi je crois qu'il ne faut pas se la poser. Mais dans le public, la question ne se pose pas. Le pluralisme impose cela. S'il n'y a pas ce pluralisme-là, alors on peut se poser la question de la réalité, de la nécessité d'un service public en France. Les séries sont le support de transmission de toutes les dérives sociétales. La politisation s'immisce, s'infiltre et se répand. Alors l'ultra-gauche est partout à la manœuvre, en toute impunité. Les exigences culturelles du service public ont été reléguées d'ailleurs au troisième plan pour une programmation toujours plus décevante, toujours plus médiocre. Avant, on disait TF1 c'est médiocre, mais France 2 a fait du TF1 en pire quelquefois, c'est dire. Et pour faire tout cela avec notre argent, Delphine Ernotte est la présidente du Mammouth. Elle est d'ailleurs candidate à sa propre succession, parce qu'il n'y a pas de raison, et elle veut prolonger son mandat. Il faut dire que le monstre audiovisuel, rebaptisé donc Holding France Média, et Bon Prince, Madame Ernotte touche au bas mot, 400 000 € par an, 3 fois le salaire de président de la République, qui, il est vrai, a moins de responsabilité qu'elle. Elle répond, pour se justifier, que sa rémunération annuelle a été divisée par 2 en quittant la direction d'Orange pour celle de France Télévisions. C'est donc un geste qu'elle a fait de sacrifice. Et il faut donc le prendre comme tel, c'est le sacrifice d'un grand commis de l'État. Madame Ernotte veut prolonger son mandat, qu'elle avait d'ailleurs très mal acquis, puisque les rédactions de France 2 et France 3 avaient dénoncé une désignation entachée d'irrégularité. Et les syndicats CGC et CFDT avaient évoqué une procédure opaque et antidémocratique mise en place par le CSA. Mais Madame Ernotte s'est donné une mission, non pas réformer l'audiovisuel public, mais dans ce domaine-là, tout patine, mais débusquer pour mieux l'anéantir, le mâle hétérosexuel blanc et de plus de 50 ans. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit d'ailleurs que ça suffit. Et quand elle a dit ça suffit, j'ai compris que je ne serai jamais journaliste de France Télévisions, ne répondant pas à aucun des critères qu'elle ne voulait pas. Je suis malheureusement hétérosexuel, malheureusement blanc, mais je n'ai pas choisi. Et de plus de 50 ans, malheureusement, là aussi, je ne l'ai pas choisi, mais ça s'impose un peu à moi. Et j'ai même passé les 60 ans, un de ces jours, ça va arriver. Grâce à sa cooptation au sein du groupe, au club du siècle, la femme blanche, elle, parce qu'elle est blanche quand même, elle n'a pas fait exprès comme moi, elle a plus de 50 ans, mais je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès, je crois qu'elle est hétérosexuelle d'ailleurs, elle peut prononcer des propos discriminatoires, racistes, catégoriser les êtres humains selon leur race, leurs orientations sexuelles, tout ça est autorisé, et elle va se représenter, et je vais vous dire très facilement, elle va être
réélu sans aucun problème. Quand Madame Ernotte touche son salaire, eh bien, elle est bien contente de le percevoir, majoritairement de mâles, majoritairement européens, et quand même encore dans la force de l'âge, et pourtant elle ne veut pas de notre gueule, mais elle veut bien de notre pognon. Alors, tout ceci m'amène à poser ouvertement la question de la réforme du financement de l'audiovisuel public. Les Pays-Bas ont supprimé la taxe audiovisuelle. L'Espagne et le Portugal n'ont jamais eu de taxe audiovisuelle, ils n'ont jamais connu cet impôt, et ces pays ne vivent pas sous la chape de plomb qu'on connaît en France d'ailleurs, hein, qu'on connaît bien en France. La suppression de la taxe audiovisuelle est donc, de notre point de vue, impréalable. C'est pour ça que nous faisons des campagnes en disant « vous avez 139 €, maintenant 138, ça a baissé d'1 euro. 138 €, ces 138 € là, donnez-les à TV Liberté. » Alors après on me dit « bah oui, mais c'est une vue de l'esprit. » Bien sûr que c'est une vue de l'esprit. Nous ne sommes pas en capacité de les retirer de notre feuille d'impôt pour les donner à TV Liberté. Mais en faisant cela, c'est dans mon esprit, dans l'esprit de Philippe Millot, le président de la chaîne, l'idée de vous dire que finalement, en fait, dans la réalité, j'ai bien compris, vous payez 2 fois 138 € pour l'instant, si vous payez 138 dans votre impôt et 138 à TV Liberté. Mais l'idée, c'est de vous dire que, en les donnant à TV Liberté, c'est ce que l'on pourrait faire. Or, moi, ce que je souhaite que l'on fasse demain, c'est que ces 138 €, s'ils servent l'audiovisuel réellement, et s'ils servent la presse réellement, eh bien, ils soient attribués au journal, à l'émission, au programme ou à la télévision que l'on souhaite. Il suffit, dans sa déclaration d'impôt, de déclarer à qui on souhaite que l'argent soit donné, que ça soit tout simplement fléché et ciblé. Il n'y a plus de difficultés techniques pour cela, et il y a ceux qui veulent donner à TV Liberté donneront à TV Liberté, ceux qui veulent donner encore au quotidien l'Humanité continueront à le faire s'ils le souhaitent. Bon, voilà, ça je pense que c'est le premier point. Si on n'aboutit pas à ça, alors se pose crûment le maintien de l'audiovisuel public quand il ne tient pas son cahier des charges, celui de représenter la diversité de la société française, la diversité de ses aspirations, de ses idées. Si le pluralisme n'est pas respecté, si la qualité n'est pas au rendez-vous, si l'audiovisuel public n'est pas le point de référence de tous les Français, alors il n'a pas de raison d'exister, d'autant plus qu'il y a maintenant 1000 autres chaînes et radios qui font d'ailleurs pas beaucoup plus mal le boulot. TV Liberté a eu 7 journalistes qui étaient, il y en a 6 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en fait il y en a 7. Le JIRI, c'est lui qui fait les reportages, et que vous ne voyez pas là, qui s'appelle Géraud. Bon, eh bien Géraud, il est allé à Dunkerque aujourd'hui, lui, mais il a pris le train, et il a pris le train le plus tôt le matin, parce que c'était le moins coûteux, et il est rentré ce soir. Je crois qu'il n'est pas encore rentré d'ailleurs, parce que je crois qu'il y avait 1h40 de retard. Mais, et puis nous ne prenons pas le taxi, nous prenons le métro, et puis on prend... voilà, il y a un moment donné, on est aussi responsable de votre argent. On ne peut pas demander continuellement de l'argent à des donateurs sans en retour être exemplaire. Parce que si on n'est pas exemplaire, eh bien, la manne va se tarir. Parce que vous serez les premiers à vous dire, écoute, Bill, t'es gentil, mais si c'est pour te payer tes palaces et ce qui va dedans, eh bien, ne compte pas sur nous. Il faut donc que l'audiovisuel public fasse sa propre révolution. Sa réforme de l'audiovisuel public, c'est la réforme intellectuelle et morale qu'il doit mener. On ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas demander aux Français de se serrer la ceinture avec moins d'assurance chômage, on ne peut pas leur demander de se serrer la ceinture avec une retraite qui va être, on le comprend bien, baissée de toute façon, on ne peut pas leur demander de faire cela et de maintenir une nomenclatura, une médiacratie qui continue à vivre sur la bête comme si de rien n'était. Il faut donc que les politiques aussi prennent la décision d'arrêter d'abreuver de subventions les organes de presse qui sont cliniquement morts. Parce qu'une fois qu'on a fait France Télévisions, on peut prendre tous les journaux. Je prends toujours, et si ça, pardon Bernard, parce que vous allez dire, il répète, je radote. Mais il y a des journaux qui sont emblématiques. Le journal L'Humanité continue à avoir 200 journalistes, 120 à 200 journalistes, alors qu'il ne publie plus que 30 000 exemplaires par beau temps et officiellement de son quotidien. Il y a un moment donné, il faut faire des économies. Je dis, mais pourquoi vous dites ça, Monsieur Bill, le journal L'Humanité n'a pas besoin de votre morale et de vos recommandations, certes. Mais moi, je paie L'Humanité. À chaque fois qu'un exemplaire de L'Humanité est vendu dans un kiosque, on paie 50 centimes. 50 centimes l'exemplaire. Je dis tout le temps, quand vous voyez quelqu'un qui lit L'Humanité, vous ne serez pas embêté, il n'y en a plus. Mais quand vous voyez quelqu'un qui lit L'Humanité, dites, ne l'achète pas. Et vous dites, mais pourquoi ne pas l'acheter? Dites, l'achète pas, tu me fais gagner 50 centimes, vieux.
car chaque exemplaire vendu coûte 50 centimes. C'est 50 centimes de subvention, mais quand il n'y a plus assez d'argent pour l'humanité, le président de l'Assemblée nationale dit « on ne peut pas empêcher l'humanité de paraître ». Ce serait la diversité et le pluralisme qui seraient mis à mal. Bon, ben, quand on coupe les vivres de présent qui avaient une petite manne de subvention de l'État, personne ne se lève en disant que le pluralisme est mis en cause. Or pourtant, il y a plus de valeur et plus de conviction dans le présent qu'il n'y en a dans la ressucée de 40 ans ou de 50 ans de l'humanité qui prêche toujours la même chose et qui est incapable de se renouveler, d'où l'absence de lecteurs. Mais ce n'est pas que cela. Nous donnons 50 centimes par exemplaire vendu, mais nous donnons de l'argent pour les frais postaux, parce qu'ils sont moins chers. Nous donnons comment dire, de l'argent pour abonder les sommes de TVA qui n'ont pas été payées et pour bien payer la facture, 4 millions je crois, hein. C'est la même chose pour Mediapart. On paie encore pour les journalistes, bien évidemment, qui ont un statut particulier et qui ont moins d'impôts. Là aussi, il faudra un jour que ça cesse. Et qu'on n'arrête pas de leur parler, mais que ça cesse. Les journalistes doivent encore, là aussi, montrer l'exemple, bien évidemment, et donc pas avoir cette facilité qui coûte très cher aux contribuables français, qui, lui, ne bénéficie pas de cette niche fiscale. Voilà donc des choses qu'il faut faire, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on continuera à porter, au nom du pluralisme, ce qui est inexact, on continuera à porter toute cette presse qui est cliniquement morte. Cliniquement mort. Et moi, je ne suis pas pour l'euthanasie, mais eux, ils le sont pour l'euthanasie. Et donc, par définition, puisqu'ils le sont, qu'ils meurent dans la dignité, par une petite piqûre létale, c'est 1 euro, et on n'en parle plus. Si on n'est pas capable, aujourd'hui, de vivre sans la manne de l'État, c'est que le projet n'est pas viable. Quand on est artisan, quand on est commerçant, eh bien, si on n'est pas capable de construire son métier à partir de sa propre expérience, de son propre travail, de ses propres clients, eh bien, qu'on compte sur une aide du département, puis de la région, puis de l'État, on sait qu'on est socialement mort parce qu'on est comme l'oiseau qui a la béquée. Quand on arrête la béquée, ben, on meurt. Donc, tout le principe, c'est de vivre sans la manne de l'État. Ce que font tous les artisans, ce que font tous les commerçants, ce que font toutes les professions libérales, ce que font quand même des millions et des millions de Français, eh bien, il faut aussi que les journalistes comprennent cela. TV Liberté est la preuve qu'on est capable de faire vivre 24 personnes, car derrière les journalistes, il y a bien évidemment l'administration, il y a beaucoup de techniciens qui sont plus importants que les journalistes. S'il n'y a pas les techniciens, ben vous ne me verrez pas, j'aurais beau faire des signes, j'aurais coucou, mais il n'y a pas de coucou parce qu'il n'y a pas de caméra. Donc les techniciens sont essentiels. Nous arrivons, par un procédé qui est le nôtre, à pouvoir, grâce aux dons, nous arrivons à faire cela, sans aucune aide. Et c'est ça qui fait notre force. Nous sommes, pour l'instant, en ce domaine-là, économique, intouchables. Pour l'instant. Le média de Mélenchon a fait la même chose que nous, a construit la même chose que nous, mais avec une grande différence essentielle. C'est que eux sont abreuvés de subventions. La gauche ne vit que par l'idée d'être subventionnée. Il n'y a pas d'action de la gauche qui ne soit pas subventionnée. On va faire une telle action, alors le département va nous donner ça, puis la région va nous donner ça, puis l'Interco va nous donner ça, puis la métropole va nous donner ça, puis la ville va nous donner ça, et en cumulant le tout, eh bien on n'a pas besoin d'avoir d'adhérents puisqu'on a la somme qu'il faut pour faire l'action. La droite ne fonctionne pas comme ça. Elle ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'elle n'a droit à rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une action en mettant au pot avec son propre argent et en essayant d'avoir assez d'adhérents pour pouvoir réussir à organiser les choses. Donc nous avons une pratique qui est une pratique saine, une pratique viable, une pratique exemplaire. Nous n'avons pas l'argent des autres, nous avons notre propre argent pour vivre. Eh bien, il faut, là aussi, qu'il y ait une révolution culturelle et morale de l'ensemble de la presse pour qu'elle aboutisse enfin à vivre par elle-même. On me dit que ça n'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas. Moi, ce que je dis, c'est quand on est à la tête du Parisien, et que à la tête du Parisien, celui qui le dirige est l'homme qui est le deuxième, le troisième, le quatrième, on ne sait pas trop, puissance, fortune du monde. Bernard Arnault, c'est la deuxième, troisième ou quatrième fortune du monde. On dit fois la première. Mais moi, je le laisse dans les 4 premiers, c'est déjà pas mal. Je vois Bernard Arnault, je l'ai vu d'ailleurs dernièrement, non pas pour le Céramel, je l'ai vu lors d'un cocktail. Bon. Et je le voyais passer, et je me disais, Bernard, parce que je l'appelle Bernard, comment tu peux oser demander
que des millions soient versés à ton quotidien par l'État, alors que tu devrais en être le mécène. Quand tu as des milliards et des milliards, comment tu peux arriver à demander de l'argent de l'État alors que tu vendrais n'importe quelle croûte que tu as foutue dans le bon marché ou dans tes musées à la gomme, que tu aurais 10 ans de la manne de l'État pour faire vivre le Parisien? À quoi tu sers? À quoi tu sers? Pourquoi as-tu le Parisien? À quoi ça te sert? Est-ce que c'est pour faire passer tes idées, Bernard? Les idées de Bernard, vous les connaissez? Bon, il a l'air quand même assez discret sur ses idées. Il aime bien le pouvoir. Logique. Bon, donc c'est pas pour ça. C'est pour aider la presse. Mais dans ce cas-là, ne demande pas la manne de l'État. C'est pourquoi? C'est pour la défiscalisation? Je sais pas. Je pose la question. À quoi ça sert? Donc quand on est un oligarque ou un milliardaire, il y en a 8 qui dirigent l'ensemble de la presse française, 8 oligarques et milliardaires, il faut que ceux-ci aient un rôle, c'est celui de mécène. Le mécène ne se tournait pas vers l'État, le mécène remplace l'État, de façon à ce que l'État qui est défaillant, et il est défaillant l'État puisqu'il n'a plus d'argent, eh bien soit remplacé par des mécènes. Donc Bernard Arnault n'est pas un mécène, lui et les autres oligarques. Il n'est pas un mécène, il est quelqu'un qui utilise la presse pour des opérations qui ne dégagent pas l'État de ses obligations. Eh bien, ça n'est pas acceptable. Il faut donc créer, et je vais m'arrêter là, il faut créer un autre cap, il faut créer une autre forme. Cette autre forme, je vous l'ai dit, c'est à partir de médias de masse qui ont failli. Les journalistes de la presse alternative, ils sont à l'image de la fable du chien et du loup de La Fontaine. Vous voyez, ils n'ont souvent, encore que ce n'est pas totalement exact, ils n'ont que la peau sur les os, dit La Fontaine, mais face à ces dogues qui sont repus et qui sont gras, qui vivent des subventions publiques, eh bien, nous avons quelque chose d'essentiel, c'est que nous n'avons pas la trace du collier de la servitude autour du cou. Voilà, il n'y a pas de trace. Et cela, ça vaut bien évidemment d'être un peu plus maigre et d'être un peu moins gras. L'essentiel pour TV Liberté, je vous l'ai dit, c'est de réussir son objectif, c'était de devenir un lieu de refus de la bien-pensance et le carrefour, non seulement de toutes les droites, mais de tous les défenseurs de la France, de tous ceux qui ont encore la France, nos valeurs, nos traditions, nos terroirs au cœur. TV Liberté, vous le savez, vous l'avez bien compris puisque je vous ai vendu, c'est la deuxième page de pub. Je vous vends le défi de façon à bien... Et l'album des Bobards d'Or, de Jean-Yves Le Gallou, 24 février à Paris au Théâtre Gymnase. Alors là, les pubs sont... Là, Florence, il y a un couloir de pub. Hein, là, c'est 24 février, la journée des Bobards. Je vous en parlerai pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est les Bobards. C'est bien évidemment les mensonges de la presse qui sont démontrés par Jean-Yves Le Gallou et par ses amis. Il y aura TV Liberté qui sera dans le jury. Et vous avez dans cet album une centaine de démonstrations incroyable de mensonges, mais de mensonges puissants. Hein. J'avais participé, moi, j'avais gagné d'ailleurs, sur le mensonge de Molenbeek-Saint-Jean. C'était l'émission quotidienne de Yann Barthès, qui avait envoyé un journaliste, Hugo Clément d'ailleurs de mémoire, à Molenbeek après les émeutes de Molenbeek et après les actes terroristes là-bas. Et Hugo Clément a interrogé des gens en disant « Mais non, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. » Et il le faisait, il n'avait peut-être pas vu, devant le commissariat de police de Molenbeek, sur la place de Molenbeek-Saint-Jean, qui est dans la ville de Bruxelles, hein, qui est un quartier de Bruxelles, hein, si je ne me trompe pas, Virginie. Hein. Et donc il y a le commissariat, et devant le commissariat était protégé par l'armée, avec des soldats armés et des véhicules légers de protection. En réalité, tout allait bien, mais c'est quand même l'armée qui tenait le commissariat. Bon, et on a gagné là-dessus. Vous allez, il y a des dizaines de bobards, ceux de l'AFP, qui vaut bien aussi ceux de France Télévisions. On ne bénéficie d'aucune aide, on ne bénéficie d'aucune subvention, d'aucune publicité. On a des partenariats. Je me suis mis à vendre des parfums, Terre de France, dans les émissions de TV Liberté, de Bistro Liberté. Je ne pensais pas que j'arriverais à cela. Si vous voulez, je n'avais pas pensé qu'initialement, en rentrant en TV Liberté, je deviendrais vendeur de parfums. Bon, d'ailleurs, pas si mauvais que ça. Je pourrais travailler chez Sephora. On en a vendu 700 en un mois et demi. Donc, je pense que je suis un bon vendeur. Et avec moi, tous ceux qui l'ont fait à TV Liberté, eh bien, on a des partenariats qui nous permettent, bien évidemment, de proposer des choses dont on est sûr, avec des personnalités dont on est sûr, et avec des parfums dont on sait qu'ils seront bien utilisés.
d'ailleurs tellement utilisé que les 100% des bénéfices vont à des militaires ou à des paysans qui ont, comment dire, tout perdu. Voilà, on forme une communauté de 17 000 donateurs et mécènes, mais c'est ce modèle qui garantit à TV Liberté une liberté totale de parole, totale ou presque, tant que les lois iniques restreindront les libertés d'expression et d'opinion. J'en ai presque fini. Je suis parti de Saint-Riul pour terminer par Saint-Augustin. Comme ça, voilà, j'ai fait appel à deux grands saints. Saint-Augustin disait cette phrase qui est célèbre, que je cite tout le temps, parce qu'elle est formidable. D'ailleurs, il faut relire Saint-Augustin, c'est formidable, d'actualité, de modernité. Fin de la pub aussi pour Saint-Augustin. À force de tout voir, dit-il, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Et c'est ainsi qu'artistes, auteurs, journalistes, éditeurs, politiques, producteurs, galéristes, publicistes, vedettes, youtubeurs en viennent à s'auto-censurer, craignant le procès, la stigmatisation, les pétitions, les manifestations, les menaces pénales, les menaces physiques. Vivons heureux, disent-ils, vivons heureux, acceptons tout, approuvons tout. Eh bien, nous avons décidé de vivre différemment, de vivre heureux, mais en n'acceptant rien. Voilà, c'est ça l'esprit de TV Liberté. Nous ne tolérons rien de la bien-pensance. Nous n'approuvons rien du politiquement correct. Jamais nous ne ferons preuve de résignation. Notre projet, c'est donc bien celui d'une presse alternative, et c'est de refaire de nos pays des terres de liberté, tout simplement. Voilà le cap. Merci de m'avoir écouté. Merci Martial pour ce bel exposé, cette verve qui va nous donner du courage quand nous allons sortir d'ici. Je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous souhaiteront poser des questions. Juste avant de passer le micro aux invités, je confirme via Henri Baclay que le livre est très bon et qui me fait penser un petit peu à l'aventure du Puy de Fou que Philippe de Villiers a décrite aussi dans un livre. Puisque nous sommes ici pas loin des municipales et encore dans le sillon des Gilets jaunes, nous avons deux listes à Senlis qui vont proposer, qui vont peut-être dans l'esprit du RIC, qui vont interroger les Senlisiens pour qu'ils choisissent certains projets. Et vous, je vois que vous avez aussi cet esprit dans TV Liberté, puisque dans la lettre toujours de Philippe Millot, des citoyens français, des Français tout simplement, sont invités donc je lis, chaque semaine, ceux d'entre vous qui désirent s'exprimer sur un sujet banni des médias subventionnés, comme l'immigration, l'ensauvagement urbain, les ravages du multiculturalisme ou encore les dangers de l'islamisme, seront tirés au sort et interviendront durant 5 minutes à l'antenne. Donc si un parmi vous est motivé, il peut poser sa candidature. C'est des questions. Vos questions? Je répondrai rapidement, ne vous inquiétez pas. Monsieur. On a du temps. Votre prénom, c'est Emmanuel. Oui, c'est Emmanuel, c'est ça. J'ai une question qui concerne votre stratégie pour ce qu'on appelle les millennials, donc c'est-à-dire la jeune génération. On voit que dans le privé, justement, les entreprises s'intéressent beaucoup à ces jeunes des jeunes consommateurs, futurs consommateurs, et qui sont ceux qui finalement vont porter nos idées plus tard. Comment faites-vous pour les attirer vers vous? Avez-vous une stratégie qui s'adapte aussi? Parce que le média alternatif fonctionne, on l'a vu aux États-Unis. Donald Trump a été élu largement grâce aux médias alternatifs. Donc quelle est votre stratégie pour capter cette audience en vous appuyant peut-être sur d'autres médias alternatifs et surtout en particulier vis-à-vis de cette population-là? Gardez le micro, Florent, je vais répondre sans le micro, c'est pas nécessaire. Emmanuel, en fait, vous posez une bonne question qui est comment on touche les jeunes. Alors, par exemple, pas en faisant une conférence comme celle-ci. Voilà, c'est la réalité. Et c'est valable, bien évidemment, je ne mets pas en cause Florence du tout, mais nous faisons une série de conférences, et à chaque fois on me dit, mais il n'y a pas de jeunes. Ben, c'est normal, c'est pas fait pour les jeunes, les conférences. Il y a ma conférence de Martial Bill sur la médiacratie, qui court encore, et ils ont bien raison. Donc, ça n'est pas cela la solution.
Voilà. Les conférences, elles sont faites pour à la fois nous connaître, pour faire des recherches de donateurs. Virgile a besoin de donateurs, les choses sont claires sur la table, vous en doutez bien. Il a besoin de gens qui viennent à Bistro Liberté, vous n'êtes pas très loin, dans le sens vers Paris, de la capitale. Venez me voir dans le public à TV Liberté, à Bistro Liberté, vous serez les bienvenus, vous donnez votre nom là encore à Virgile, qui se fera un plaisir de vous prévenir. Bon, donc ça, c'est cela. Pour les jeunes, on comprend bien, pour les milléniaux, pour les jeunes, on comprend bien qu'il y a une approche qui doit être différente. Et très vite, nous avons compris que TV Liberté, s'ils n'avaient que par exemple un site, Internet, n'allez pas les toucher. Ils ne vont pas sur le site. Ce n'est plus... C'est comme ça. Il faut considérer que c'est cela. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons premièrement été sur YouTube, qui est le lieu où ils se retrouvent plus facilement. Ça n'est pas sans difficulté, nous avons été censurés, je fais la troisième page de pub, vous avez tout ça dans le bouquin. Mais nous avons été censurés, ça a été un coup qui se voulait mortel, qui ne l'a pas été, qui aurait pu l'être. Bon, nous allons sur YouTube. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux. Nous avons maintenant 200 000 abonnés, un peu plus sur Facebook. C'est fragile parce que tous les jours, nous recevons des récriminations de Facebook. Ne dites pas ceci, ne faites pas cela. Tel mot est une incitation. Maintenant, vous dites l'islam pose un problème. Facebook vous dit maintenant, vous ne pouvez pas le dire. Voilà, donc, on n'est pas dans le cas Mila, hein, on est dans le cas infinitésimal. Pourtant, on a beaucoup de difficultés. Donc, sur Facebook, sur Twitter, qui n'est pas le réseau social le plus jeune, et puis bien évidemment, nous avons développé Instagram, qui est là un média plus jeune, et nous faisons, mais là, je vais en perdre la moitié en route, dont moi, des stories sur Instagram, de façon à toucher un nouveau public. Nouveau public, d'ailleurs, qui fonctionne. Ma fille, qui a 22 ans, me dit « Je t'ai vu sur Instagram ». Elle ne me dit pas qu'elle m'a vu sur YouTube, ou encore moins sur le site, qu'elle ne connaît pas, et qu'elle n'a jamais été voir, alors pourtant qu'il y a son remarquable papa. Donc, ça veut donc dire que nous sommes bien d'accord, on ne peut pas les toucher autrement qu'en allant là où ils sont. Une fois qu'on a dit ça, il faut leur proposer des formats qui soient des formats qui correspondent à leur esprit du jour. Il n'y aura pas 3 heures d'émission, ce n'est pas comme ça. Ils zappent, ils regardent très rapidement, ils se font un avis très rapide. C'est comme cela, je m'en désole, mais c'est ainsi. Et je ne suis pas là aujourd'hui comme candidat à la présidence de la République pour vous dire voilà ce que je vais changer de la jeunesse française. Je sais très bien ce que j'en changerai, mais comme je n'ai déjà pas réussi sur mes 3 miens, je ne vais pas me dire que je vais m'attaquer aux 12 millions d'autres. Bon. Donc je reste prudent et humble, comme toujours, sur ces questions-là. Mais c'est vrai, c'est qu'il faut créer des formats, on le fait sur un Facebook, on le fait avec des formats carrés, on reprend des morceaux d'émissions en les rendant plus courts, et puis on fait des émissions maintenant spécifiques pour eux. On a une émission qui s'appelle Nouveau Talent, qui est dirigée par un jeune qui s'appelle Théo, qui est un jeune de leur âge, qui essaie de ne pas céder sur la forme, et ça sera la conclusion de mon propos. Nous avons Christopher Lann qui fait La Petite Histoire, qui est l'équivalent de notre émission d'histoire, mais dirigée par des jeunes, qui fonctionne pour des jeunes et qui fonctionne parfaitement bien. C'est plus pédagogique, plus humoristique, plus simple aussi, il faut bien le dire. Donc nous essayons, et c'est la fin de mon propos, d'avoir des pistes où ils sont, de les retrouver où ils sont. Deuxièmement, leur donner les formats qui leur conviennent, avec les images, les couleurs qui leur conviennent et auxquelles ils sont adaptés. Et enfin, sans céder sur la forme à l'abrutissement général. Parce que abêtir la jeunesse, d'autres se chargent de le faire à notre place, et fort bien, avec une réussite remarquable. Donc, ce n'est pas cela. Donc, je vais vous donner un exemple. Il n'y a rien, comme le disent les jeunes, pardon, amiral, pardon, madame, pardon à nos anciens, de QS, le terme est novateur, mais il explique bien ce qu'il veut dire, c'est que bien évidemment, pour attirer les jeunes, on pourrait se pencher sur les instincts les plus bas qui fonctionnent assez bien, on le sait. Moi, TV Liberté, nous refusons toutes les images de nudité, nous refusons toutes les images de violence, de meurtre, de gens tués, etc. C'est notre choix rédactionnel qui a été fait ensemble, pas que par moi, c'est pas comment dire, autocratique la baraque, pas non plus un kibbutz ou un kolkhoz, mais c'est néanmoins un lieu de démocratie. Bon, un peu.
plus exagérer, pas non plus quand même pousser les choses, mais enfin bon, il y a de la participation, sérieusement, il y a de la participation, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Donc on a la volonté d'offrir quelque chose qui soit quand même, voilà, qui élève l'esprit. Je refais vieux droitard, et je ne vais pas millénial quand je dis ça, mais la réalité c'est oui, qui élève l'esprit, voilà, qui élève l'esprit plutôt que de le rabaisser, tant ils sont poussés à être rabaissés à cela. Et je crois que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors après, je ferai plus court pour les autres réponses, juré. Mais celle-ci, elle est essentielle parce qu'elle touche à notre avenir, comme vous le disiez. Mais je vois dans le... Moi, je prends le métro, je prends le train, je prends la voiture aussi, bien sûr, mais j'ai beaucoup de jeunes qui viennent. Alors, je ne vis pas à la Courneuve, au milieu de la cité. Donc, les jeunes qui viennent me voir, je vis à Paris, dans les quartiers où, bien évidemment, TV Liberté est plus facilement écoutée. Mais néanmoins, ce que je vois, sur 10 personnes qui viennent me dire bonjour, j'ai 6, 7 jeunes. Voilà. Les derniers que j'ai vus, Virgile le sait, je vais là, je ne sais plus où d'ailleurs, ben, j'y vais. Je prends le train et là, je vois 3 jeunes qui déboulent. Honnêtement, pas du tout typés droitard ou la manif pour tous, vous voyez, absolument pas, et qui me regardent et qui me font « Oh, Papacito !» Bon, il fallait que je comprenne que c'était Papacito, un des invités que j'ai eu à TV Liberté, et ils ont vu TV Liberté par ce personnage, attachant d'ailleurs, de écrivain Papacito. Bon, je sais, avant-hier, j'ai un grand black qui arrive devant moi dans le métro, mon âge, c'est-à-dire jeune, et qui arrive et qui me dit « Vous êtes Martial Bild ?» Pas aimablement, pas aimablement. Donc je ne lui réponds pas non, hein, je lui dis oui. J'ai appris à être un tout petit peu quand même courageux. Quel courage. Donc je dis oui. Et je me dis, oh là là, ça va dégénérer très rapidement. Il me dit, écoutez, vous savez, je vous ai écouté à travers Francis Cousin, un invité, et moi je lis tout Marx et tout Hegel, et je trouve que le marxisme reste l'idéologie, la doctrine qui est la plus importante. Tout ça dans le métro. Difficile de raconter sa vie et de. Et je dis, bah, écoutez, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça, je ne suis d'ailleurs pas d'accord du tout avec cela, je pense que c'est la base. Bon, on s'est quitté bons amis, une bonne poignée de main. Donc voilà, TV Liberté aujourd'hui, c'est 1 million de personnes qui le regardent par mois, de différents. 1 million de différents. Donc on peut considérer que sur les 12 mois, on a 2 ou 3 millions de personnes qui ont regardé de différents. De vous, Emmanuel, oui. Bon, ça veut donc dire qu'on commence à toucher 3, 4, 5% de la population dans l'année. Ce n'est pas suffisant, mais c'est suffisant pour qu'aujourd'hui, eh bien, on ait des gens absolument divers. Et les jeunes qui nous regardent sont très divers dans leur appréciation, etc. Alors bien sûr, il y a les jeunes de la Livre pour tous, il y a les jeunes qui aiment Marion, il y a les jeunes qui aiment Marine, il y a les jeunes qui aiment Nicolas, il y a les jeunes qui aiment François Barouin. Pardon, excusez-moi. Mais bon, non, ça n'existe pas. Mais bon, il y a comment dire, voilà, il y a tous ces mélanges et c'est formidable. Donc moi, je suis assez satisfait de cela, mais c'est vrai que c'est un travail que nous menons. Je répondrai plus vite à la suite, je promets. Et ça, c'est une question qui est essentielle, c'est notre propre avenir, parce que on est un peu ici à TV Liberté comme le curé à l'église. C'est-à-dire que l'on parle aux anciens qui sont nos donateurs pour prendre l'argent pour les jeunes. Et tout le curé, toute la difficulté du curé, c'est toujours de parler des actions pour les jeunes, alors qu'il n'y en a pas dans la messe, très peu ou moins, et il parle aux anciens qui sont nous et qui donnons l'argent. Bon, donc nous, on comprend que c'est bien évidemment pas pour nous en direct, mais il faut faire ce petit travail voilà, intellectuel qui est que, bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de choper, vulgairement parlant, les jeunes. Je serai plus court, promis. Une autre question ? Florence, bonsoir monsieur, Éric Mulochot. Voilà, avec mon épouse présente, nous sommes parents de 5 enfants et grands-parents de maintenant 7 petits-enfants. Au niveau de votre télévision, en fait, nous on n'a pas de télé chez nous et on la regarde à travers YouTube, bien sûr. Je ne sais pas si on est obligé de payer la taxe d'audiovisuel, mais nous, comme on n'avait pas de télé, on ne la paye pas depuis longtemps. Donc je ne sais pas si quand on a Internet, on est obligé de la payer ou pas. Pas encore. Donc on sera très heureux de vous donner l'équivalent du montant de la taxe audiovisuelle qu'on ne paye pas depuis déjà un certain nombre d'années. Ça c'était juste un détail pour vous redonner peut-être un peu de morale.
J'avais juste une proposition parce que je connais pas bien le site non plus, moi non plus j'y suis jamais allé. Et à part ce que je peux voir intéressant sur YouTube, j'aime bien les interviews que vous faites sur YouTube. Je trouve que vous les menez très bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on s'est rencontrés tous les deux, mais une fois C'est encore. pour ça que j'ai gardé votre prénom en tête. Ah, tant mieux. Bravo pour ces interviews qui sont vraiment bien menées, qui sont pleines de bienfaisance naturellement, qui a tendance à manquer dans tout l'ensemble des autres médias qu'on peut éventuellement deviner ailleurs. En tant que grands-parents, on a un petit problème avec nos petits-enfants. Clovis, Vercingétorix, Charlemagne, c'est drôlement absent de ce qu'ils peuvent approcher à l'école. Et par rapport à la question précédente, vous envisagez éventuellement des possibilités de cours d'histoire correctement établies sur votre télé? Alors, je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents avaient la télé au tout début en noir et blanc. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin du même âge tous les deux. Et je me souviens qu'il y avait des cours de maths à la télé. Moi, quand j'étais tout petit, que je voyais, il y avait des trucs pédagogiques qui étaient, à cette époque, quand ça s'appelait l'ORTF, qui étaient pas mal faits. Et j'ai l'impression que dans la télé moderne que je vois pas, mais dont j'entends un peu parler, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Est-ce que vous envisagez, pour les jeunes, un penchant pédagogique orienté vers une histoire qu'on n'a plus à l'école? Alors, la petite histoire sert à ça. Christopher Lann a fait ça. Il a fait ce qu'on appelle maintenant des tutos, puisque maintenant Emmanuel nous donne les termes à la mode, il faut qu'on fasse très attention. Donc, il fait des tutos, c'est-à-dire des petites explications, des petits documents qui permettent d'expliquer telle ou telle personnalité. Il l'a fait. Ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné autant qu'il le souhaitait, mais ça fonctionne. Après, on a essayé de faire, et là, ça a été épouvantable, on a essayé de faire des éditions avec les enfants. Voilà, donc on a fait venir les enfants, les amis des enfants, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on aurait demandé, vous aurez demandé, Eric, est-ce que vous pouvez nous prêter des petits-enfants, etc. Donc on a fait ça. Mais alors là, se transformer en maître d'école avec des enfants turbulents dans nos studios, là on n'a pas tenu le coup. Donc on a rétro-pédalé cette immense idée, mais qui était au-dessus de nos forces physiques. Non pas intellectuelles. Donc plus sérieusement, non, on n'a pas totalement cela, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, mais les tutos, c'est-à-dire vraiment ces formes-là, ça existe, et il y a des gens qui font quand même cela avec beaucoup de sérieux. Hein. On peut trouver, il faut regarder un peu sur Internet, il faut bien évidemment les regarder avant que les gamins, mais quand même il y a des choses qui se font bien. Et je dirais même, parce que c'est la réalité, que dans les chaînes de télévision, il y a des choses qui sont tout à fait remarquablement faites, que ce soit sur Arte, RMC Découverte, même France 5, ou même sur les chaînes de France Télévisions, il y a des choses qui sont tout à fait remarquables. Donc moi je serais plutôt tenté de vous dire, la télévision aujourd'hui, c'est un peu comme la voiture, on peut bien évidemment ne pas en avoir et s'en porter bien. Quand on est parisien, c'est plus facile que quand on est à Senlis, et quand on est à Mont-l'Évêque, à côté de Senlis, c'est encore un peu plus compliqué que pour les habitants de Senlis. La télévision, ça n'est pas dangereux. Voilà, quand il y a beaucoup de morts sur l'autoroute, c'est pas l'autoroute qui tue. C'est les gens qui sont sur l'autoroute et qui ne font pas attention. La télévision, ce n'est pas elle qui est le vecteur diabolique. Elle n'est qu'un vecteur. C'est la capacité que vous devez avoir de gérer cette télévision, c'est-à-dire de faire des choix. Or, petit à petit, le robinet télévisuel, c'est-à-dire j'ouvrais la télévision et puis pendant des heures j'avais le robinet télévisé et on m'imposait cela, et aujourd'hui en voie de disparition. Il y a beaucoup de replays. Moi je regarde, par exemple j'adore Des Racines et des Ailes, que je trouve être une émission remarquable, encore que, il y aurait beaucoup de choses à dire. En 20 ans, elle a évolué, je ne vais pas vous faire ça, mais elle a évolué. Ouais, bon, passons. On est moins dans le patrimonial, on est beaucoup plus... Bon, mais ça reste une belle émission. Bon, je ne me crois pas obligé d'attendre le jour de diffusion et de me payer l'épisode avant de Plus belle la vie, où la femme qui est homosexuelle, mais manchotte, épouse un sidaïque qui revient du conflit en Irak, et tout ça sous la bénédiction d'un prêtre homosexuel qui, lui, bien évidemment, considère que... Enfin voilà, c'est ça, la plus belle la vie, c'est pas ma vie, elle n'est pas plus belle avec eux, et pas avec ça. Donc je m'évite cela. Donc on est quand même en capacité aujourd'hui d'aller choisir ce que l'on souhaite et de regarder que ce que l'on a envie. On est et pour TV Liberté, l'idée d'avoir sa télévision, c'est quand même aujourd'hui la possibilité. Moi je regarde TV Liberté sur ma télévision, très grand écran, plus exagéré, un grand écran, je regarde TV Liberté sur ma télévision. J'ai Internet, sur ma télévision j'ai Internet, puisque j'ai Internet, j'ai YouTube, ou j'ai le site.
Et maintenant, je les ai programmés, donc c'est un clic de plus que pour aller voir ma télévision. Et c'est autant de clics que pour aller sur Netflix, si on a Netflix par exemple. Et là, on choisit son TV Liberté. Et donc moi, je ne regarde pas moi, mais je regarde les programmes de la chaîne sur mon grand écran, et non pas seulement sur mon smartphone, ou sur mon téléphone intelligent, pardon, ou sur mon ordinateur. Bon, donc aujourd'hui, voilà, moi je vous invite à ça. On est quand même en situation aujourd'hui d'avoir cela, c'est-à-dire de possibilité de faire un choix sensé. Et il y a des choses qui se font pas mal. Il y a des choses qui se font pas mal. J'ai vu un documentaire, 50 minutes, 3 fois 50 minutes dernièrement, là, sur le goulag fait par Arte, c'était excellent. Voilà, il y a des perles au milieu de... Voilà, au milieu de... Question idiote. Non, madame, on n'a pas. Vous avez parlé de tuto. Tuto, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, des tutos, c'est des petites des leçons, Comment vous l'écrivez? Tutoriel. Hein, voilà. Donc c'est voilà. Mais oui, c'est de la faute d'Emmanuel. Vous vous tournerez vers lui, c'est lui qui est le coupable. Il a lancé la mode des mots à la mode et j'ai fait ça. Donc c'est une leçon. En fait, dans le temps, quand vous alliez apprendre quelque chose, vous étiez à l'école, vous avez le professeur qui expliquait. Bon, aujourd'hui, il s'enregistre et puis il met des petits graphiques et puis quand cela, c'est un tuto, un tutoriel. Ce n'est pas une question idiote parce que la preuve, j'aurais dû l'expliquer. Madame. Oui. C'est sous votre contrôle, Florence. C'est moi qui donne la parole, c'est pas moi. De ta voix. Oui, vous avez dit tout à l'heure que la presse officielle travaille beaucoup ensemble. Est-ce que vous, de votre côté, vous travaillez avec les autres formes de presse alternative? Oui. Oui, j'ai dit que je répondrais court. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas pour des alliances. Je ne suis pas pour des alliances parce que j'exècre l'uniformisation des choses. Et j'exècre les contraintes. Or, moi, je conçois très très bien que la presse alternative, ou ce qui représente la presse alternative, n'a pas les mêmes obligations les uns les autres. Et que je n'ai pas, moi, à faire la leçon à l'un ou l'autre. Donc, je me dis que si on s'allie à tel journal, ou à tel média, ou à tel site Internet, on va exiger ce que TV Liberté exige, c'est-à-dire, nous avons toute une série de contraintes éthiques que nous avons mis en place au fur et à mesure. Et donc, moi, je ne suis pas favorable à des alliances, je suis favorable à des partenariats. Win-win. Pour Emmanuel, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, je vous en mettrai jusqu'à la fin, bien sûr, vous avez bien compris, mais qu'il soit gagnant-gagnant. Donc, exemple, j'ai signé une pétition contre les Sleeping Giants, donc contre cet organisme qui empêche les annonceurs de faire de la publicité dans la presse alternative. Je l'ai signé aux côtés du président de Sud Radio, qui est pas une radio alternative, mais qui est une radio qui essaie d'avoir une voix un petit peu discordante. Je l'ai fait avec Boulevard Voltaire, mon ami Gabriel Cluzel, et fondé par Emmanuel et Robert Ménard, qui est là un site alternatif, bien évidemment. Je l'ai fait avec Valeurs Actuelles, qui n'est pas un journal alternatif, mais qui est un journal conservateur, de conviction. Donc, on l'a fait chacun dans le respect de sa propre identité. Voilà. Les partenariats, c'est le respect des identités. Les alliances, c'est l'obligation de dire « Valeurs Actuelles, tu ne penses pas comme nous, donc ». J'ai des partenariats avec Présent, j'ai des partenariats avec Closer, j'ai des partenariats avec Éléments, j'ai des partenariats avec la Nouvelle Librairie, j'ai des partenariats avec Terre de France, j'ai des partenariats avec Politique Magazine, j'ai des partenariats avec Minute, j'ai des partenariats sans que cela exige de notre part que nous ayons un regard sur ce qu'ils font. Chacun est libre. Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté. On me dit souvent, mais tel journal, je n'ai pas de problème. Moi, par contre, ce que je veux, c'est que quand on vient chez TV Liberté, pas chez moi, à moi, quand on vient chez TV Liberté, eh bien, on accepte les contraintes, on accepte les obligations. Voilà. Moi, nous sommes un média, comme j'ai dit, nous sommes soumis au CSA. Nous avons 24 employés qui payent leurs impôts en France, nous payons nos impôts en France, nos studios sont en France, nous sommes sur le web, tout cela est donc du domaine, nous avons d'ailleurs un contrôle fiscal à nouveau depuis quelques jours, nous sommes bien dans le domaine de franco-français, donc nous sommes régis par la loi et nous sommes soumis à la loi, on n'est pas en dehors de la loi. Donc quand quelqu'un vient à TV Liberté, la liberté s'arrête malheureusement à la loi. Je ne peux pas faire autrement, je ne vais pas mettre en cause tout le travail qui a été fait pour une minute d'un plaisir qui serait un plaisir fautif à votre égard. À votre égard.
Parce qu'on a fini de... Pardon, on a fini de déconner. On est dans une œuvre qui est une œuvre de fondation, qui est une œuvre de construction, de réinvention. Donc, se faire plaisir en disant telle ou telle scorie ou tel propos vulgaire n'est pas dans mon ADN. Mais par contre, que le journal partenaire le fasse, ce n'est pas mon problème. Chacun prend sa propre responsabilité. Et nous le faisons dans ce partenariat à l'égard de tous les partis politiques. Quand nous accueillons Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, François Fillon, M. Asselineau, que nous accueillons, nous ne leur demandons pas de changer. C'est, bien évidemment, ils viennent comme ils sont, et nous les acceptons tels qu'ils sont. Bon, ben pour nos partenaires, c'est la même façon. Donc, bien évidemment, nous avons des partenaires qui sont différents, des fois même un peu antagonistes, parce que pas tenus par les mêmes personnes, pas avec les mêmes obligations, pas avec les mêmes projets, mais on le fait, et je crois que cela fonctionne bien. Et je le fais toujours dans, et c'est la conclusion de mon propos, toujours dans le respect. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a des valeurs, et que nos valeurs, elles fonctionnent que si on se les applique à soi-même. Moi, j'essaie d'appliquer des valeurs qui sont celles de l'humilité, je l'ai dit 12 fois. Ça n'a pas été toujours le cas, hein. Dans une vie, ce n'est pas toujours le cas, et puis c'est quelque chose qui se travaille, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il faut donc chaque fois se remettre en question et se dire, ben voilà, tu écoutes. Et il y a, je pense aussi, le respect. Voilà. Le respect qui est ce qu'on appelle, en termes un peu catho, le respect de la dignité humaine. Voilà. Et ça, je pense que c'est le fondement. Après, on peut avoir le point de vue que l'on veut sur les gens, etc. Moi, je pars du principe qu'il y a le respect de la dignité humaine. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Après, on peut combattre les personnes, on peut combattre les idées, on peut même prendre les armes contre les idées, ça c'est possible, mais ça doit être avec un préalable qui est le respect. Ça, si c'est le fondation de TV Liberté, c'est ce qui lui permet d'exister depuis 6 ans, honnêtement, parce qu'il y a assez de gens qui s'y retrouvent pour financer l'ensemble de l'opération. Et c'est une alchimie. Essayez de penser que TV Liberté, c'est une droite païenne, une nouvelle droite qui la fonde, et qui la construit, et qui la met sur pied, et qui est là, avec des émissions comme Alain de Benoît. Et c'est une télévision profondément religieuse et catholique, avec bien évidemment son directeur qui l'est, mais pas seulement. Et puis avec des émissions religieuses qui sont les seules que nous faisons avec KTO et avec une de France 2 toutes les semaines. Ça veut donc dire que nous sommes capables de maintenir cette alchimie qu'on retrouve dans la rédaction. Cette alchimie-là, elle fait la force de notre télévision. Nous dépassons les difficultés, qui sont des difficultés de second ordre, parce que l'essentiel, c'est de sauver le pays. C'est pas de sauver chacun portant ou une croix, ou faisant dans la traversée de la forêt, retrouvant la force et la puissance au sein de cette forêt, de trouver la vitalité en lui, de poursuivre le combat à nos côtés. Chacun fait comme il le souhaite. TV Liberté n'est pas là pour faire ça. Oui. Je vous ai inquiété là. Non, vous venez de parler de KTO. En vous unissant à KTO, vous ne seriez pas plus fort? Non, parce que là, une nouvelle fois, vous voyez, quand vous dites unir, moi quand j'entends unir, j'entends uniformité. KTO ne peut pas, KTO n'a pas notre logiciel. KTO n'est pas une chaîne nationale, une chaîne patriote. Elle est une chaîne catho. Alors bien évidemment, elle épouse souvent, et très souvent, le point de vue conservateur, ou on dit aujourd'hui bioconservateur. Donc, bioconservateur, bien sûr qu'elle l'épouse, mais elle n'est pas, son substrat, son logiciel n'est pas cela. Donc, il n'y a pas de possibilité, et ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est essentiel, c'est que KTO existe et que TV Liberté existe. Il n'y a pas de problème de place. Vous voyez, c'est comme dans un commerce. Quand on est restaurateur, on est restaurateur je reprends Mont-l'Évêque que je connais, à côté. Il y avait un restaurant dans le temps, je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Bon, vous aviez un restaurant à Mont-l'Évêque. Quand vous alliez à Mont-l'Évêque, si le restaurant était fermé, vous n'y retourniez plus parce que c'était fermé, que d'aller à Mont-l'Évêque au restaurant, c'est gentil, mais enfin quand c'est fermé, c'est fermé. Bon, à Senlis, si le restaurant est fermé, il y a l'autre à côté. Puis si l'autre à côté est fermé, il y en a encore un autre. Moralité, on va à Senlis et les 3 restaurants fonctionnent, alors qu'à Mont-l'Évêque, il n'y en avait qu'un seul et ils fonctionnent mal. C'est la même chose pour la télévision et pour la presse. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait plus de possibilités. Les web-télés vont naître, les web-télés vont pousser à côté de nous. Et ça sera tant mieux, ça nous obligera, nous, à être meilleurs. Tant mieux, c'est aussi la règle du jeu. Il faut aussi se donner des objectifs.
Mais que KTO existe, c'est une autre chose. Alors après, la seule difficulté, c'est que souvent, on est amené à diviser par deux la manne en disant je vais donner à l'un et aussi à l'autre. Eh bien, c'est comme ça. C'est la règle. Voilà, c'est la règle. Voilà, c'est la règle. Il faut apprendre à avoir cette capacité à aller chercher l'argent. Je dis d'autant plus que c'est pour moi qui la cherche, donc c'est Virgile. Donc quand je dis qu'il faut avoir la capacité, c'est Virgile qui le fait pour moi, pour nous et pour la chaîne. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut se démultiplier, être meilleur, être plus convaincant que KTO. Mais moi, je souhaite bon vent à KTO, comme j'ai souhaité bon vent à Russia Today, comme je souhaite bon vent à tout ce qui arrive à tirer les gens vers l'alternative et les sortir de la médiocrité du mainstream. Tout ce qui participe à ça est bon, quel que soit celui qui le fait. Alors justement, vous avez évoqué tout à l'heure Boulevard-Voltaire. Quels sont vos liens avec... vous en avez ou... Alors, oui, ce sont des liens d'amitié, premièrement, déjà. Oui, mais enfin, c'est un peu kiff-kiff. Hein, Alors, non, pas vraiment. Pas tout vraiment. à fait. Le Boulevard Voltaire, c'est de l'écrit qui aujourd'hui se donne de la vidéo. Télé Liberté, c'est de la vidéo, il n'y a pas d'écrit. Alors, Florence en trouve bien évidemment, parce que nous envoyons des écrits à nos donateurs, mais il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas de journal lié à Télé Liberté. Oui. Donc, où Boulevard Voltaire publie une vidéo par semaine, je pense, hein, ça doit être ça, nous en publions 4 par jour. Donc, là où ils font 10 minutes, nous faisons 2 heures. Nous n'avons pas le même rôle, et même si nous l'avions, ça n'est pas grave. Je veux dire, mon amie Gabrielle Cluzel, elle a sa voix, elle a son identité, et je m'en félicite d'autant plus qu'elle sera mercredi notre invitée pour son nouveau livre, au même titre que mon ami Robert Ménard sera dans le journal télévisé, je crois, à la fin du mois, nous sommes en train de faire un reportage sur Béziers. Donc c'est la bonne entente, c'est, je crois, la démonstration qu'on est capable de s'entendre, et ça, je trouve que c'est une force que, sérieusement, madame, notre famille de pensée n'a pas réussi à faire presque jamais. Vous voyez, si là je vais cesser d'être humble, mais TV Liberté, je vous le dis franchement, parce que je le pense franchement, c'est la première fois que l'on a réussi à unir sans désunir. Il n'y a pas de personnalité qui en 6 ans lève la main en disant Télé Liberté, ils ne m'ont pas accepté, ils ne m'ont pas voulu, ils sont des méchants, etc. Et tout. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de discorde. Notre équipe, là, Pierre, Élise, Florian, Olivier, Thibault. Élise et Olivier sont arrivés il y a 6 ans, tout début. Pierre est arrivé 6 mois plus tard. Thibault est arrivé il y a 3 ans avec Florian. C'est la même équipe. Ils travaillent ensemble. Bien sûr qu'il y aura un jour de départ, ils auront d'autres vies, je leur souhaite, mais il n'y a pas de discorde. Croyez-moi, il n'y a pas de discorde. Je ne gère jamais discorde. Je gère de l'hommerie, bien sûr, il y a des problèmes, évidemment. Oui, il y a de l'hommerie, disait l'autre. Mais ça, c'est normal, c'est la vie d'une entreprise. Mais on est dans la même longueur d'onde. Ça se sent. Il n'y a pas de genre. Moi, je reçois, et je vous l'ai dit, si Mélenchon vient, il sera bienvenu. J'ai dit, un jour, j'avais choqué les gens, j'ai dit, moi, si Emmanuel Macron, je pouvais l'avoir, j'aimerais l'avoir. Mais bien sûr, j'aimerais avoir Emmanuel Macron, je suis un journaliste. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Bien sûr. Mais l'avoir, pour lui poser les questions, pour moi, il est un mystère. Il est un mystère parce qu'à la fois, je le trouve brillant, sincèrement brillant, un stratège réussi, et d'une bêtise quelquefois, et d'une naïveté, et d'une candeur, et qui fait que je me dis, mais c'est pire que mes gamins, quoi. Mais comment il arrive à ça? Donc, si vous voulez, c'est là que j'arrive pas à comprendre chez lui. Et je me dis, mais et d'ailleurs, personne ne comprend. On se dit, est-ce que c'est vraiment un idiot brillant? Est-ce que c'est un intelligent qui fait l'idiot? Et en même temps, bon. Et donc, moi, j'aimerais bien l'avoir en direct pour le faire. Valeurs Actuelles a fait une interview. Ben, ils ont bien fait. Évidemment, ils ont bien fait. Il n'y a pas à refuser l'entretien, il n'y a pas à refuser cela. Et il y a à respecter tout le monde. Donc, moi, je trouve que TV Liberté, là, vraiment, c'est pas de la fausse humilité ou de la truc, c'est vraiment de l'orgueil. C'est que nous avons réussi ce que Radio Courtoisie avait réussi il y a 30 ans avec Jean Ferret. Oui, c'est vrai, mais qui n'avait pas réussi à maintenir cela dans le temps. Là, nous sommes, au bout de 6 ans, à le réussir. Et c'est, je trouve, quelque chose de très motivant pour nous tous, je crois.
De toute façon, pour revenir sur ce sujet, la pluralité des opinions, la diversité justement des idées et aussi de toutes les, comment dire, les familles différentes qui peuvent appartenir à plus ou moins notre famille politique. Ils ont largement une droite, plutôt de droite conservateur, attachée aux valeurs traditionnelles. S'il y a toujours eu des querelles de chapelle et arriver à proposer, plus il y aura de médias qui peuvent proposer une information alternative, et plus justement on peut nourrir les générations à venir, et ou ceux qui sont tentés, il y en a qui vont venir parce que tel sujet va être abordé, peut-être qu'ils n'ont pas forcément la même opinion. Enfin, ça permet au contraire de dépasser des querelles qui sont largement, sur lesquelles maintenant on est. Je veux dire, dépasser les querelles. Moi je reçois Alain Benoît. Alain Benoît va venir demain, on va faire un débat sur, demain après-midi, sur, c'est pour ça que je suis arrivé tard, parce que je le préparais, la surpopulation. Vaste sujet, parce que chacun a un point de vue, il est souvent complexe, on y rajoute des notions économiques, spirituelles, etc. Et tout. Donc c'est Alain Benoît contre Jean-Pierre Maugendre, donc le président de Renaissance catholique qui fait notre émission Terre de Mission, avec Alain Benoît, dont on n'est pas secret de dire qu'il n'est pas très Terre de Mission catholique, et il a moins le mérite de le dire, et qui lui n'a pas le même point de vue. Bon, on va faire ce débat-là, mais précédemment à ce débat, Alain Benoît va venir parler de Julius Evola. Il a parlé d'écrivain. Moi, je regarde son émission, je suis fasciné par l'intelligence d'Alain Benoît. Fasciné. Je vais à Terre de Mission, je dis à Jean-Pierre Maugendre et à Guillaume de Thieulois, qui est son co-présentateur, je dis, écoutez, c'était le cahier des charges. Je dis, moi, n'importe quel curé qui vient, il est de n'importe quelle paroisse, de n'importe quelle fraternité, de n'importe quelle tradition ou pas, il a le droit de venir. Ne me faites pas Saint-Pédis, ne me faites pas la communauté d'Emmanuel, ne me faites pas les curés de paroisse, ne me faites pas les curés Bolchot, faites-moi tout le monde. Bon, les curés Bolchot, bon, pas trop, mais l'ancien curé de Sainte-Méry qui, dans le Figaro d'aujourd'hui, explique que c'est incroyable parce que le pape est reculé sur le mariage des prêtres, c'est intolérable, il n'a qu'à partir, c'est très facile de partir, il va se marier avec le mec qu'il veut, hein, c'est facile. Donc, qu'il arrête d'être prêtre, quoi. Qui nous lâche, évidemment, pardon. Mais voilà, donc ça, non. Mais par contre, eh ben, on y arrive. Moi, j'ai Monseigneur Feulet, à l'époque supérieure de la fraternité Saint-Pédis, jusqu'au curé de paroisse parisien, en passant par le père Amar, l'évêque de Toulon, en passant par Monseigneur Aupetit, qui ne m'a pas refusé pour l'instant de venir, mais qui ne peut pas parce qu'il a un agenda que je comprends très très bien, qui est assez important. Bon. Chacun a sa place. Moi, ce que je trouve formidable, c'est de se dire qu'on est capable de se dire, moi je suis un catholique de tradition, ah ben ce père-là, il n'est pas de tradition, mais quand même ce qu'il dit, c'est pas mal. Et puis au contraire, il va me dire, oh, Monseigneur Feulet, c'est Monseigneur Lefebvre, c'est l'enfer. Oh non, bah, finalement c'est pas mal. Ah, puis il parle bien, puis il est doux, il est sympathique. C'est vrai qu'il est très doux et très aimable, très agréable, et ça se ressent. Bon, et donc là, à ce moment-là, je trouve que TVL joue bien son... TVL, ça c'est le surnom, hein, vous voyez, Emmanuel, ça c'est pour les jeunes. TVL et TV Liberté, je trouve pleinement son rôle. Voilà. Et quand on écoute de Benoît et qu'on découvre des écrivains ou des philosophes qui n'ont plus le droit de citer et qui en parlent en termes tout à fait normaux, élégants, etc., moi ça me fascine et je suis ravi qu'il soit là. Et jamais j'ai entendu Jean-Pierre Maugendre me dire « mais Alain Benoît est là ». Jamais Alain Benoît m'a dit « mais Jean-Pierre Maugendre est là ». C'était, il s'en rend compte, évidemment, il se partage les studios souvent, et c'est toujours dans cette notion, le respect. Et là je me dis à ce moment-là, ben, écoute, t'es pas venu pour rien. T'es pas venu pour rien. Je trouve que ça sert la cause plus que tout le reste. Je trouve que ce qui est... le politique fait de la politique, mais ce qui est le parapolitique, à ce moment-là, prend une dimension à la fois sociale et culturelle qui a de la valeur. Je suis tenté de le penser. Peut-être Florence, peut-être les dernières questions. Je ne vais pas vous fatiguer. Moi, je suis jusqu'à 3 h du matin, mais ça peut-être pas... D'accord. Est-ce qu'il y aura encore une question? Oui. Inversement, vous recevez des gens à TV Liberté, mais est-ce que vous verriez faire un débat avec Éric Zemmour? Alors, attention. Alors, faire un débat avec Éric Zemmour, je l'ai déjà fait avec Éric. Donc, j'ai déjà reçu plusieurs fois, il y a rien de compliqué. On va, comment vous dire, premièrement, il travaille ailleurs. Donc, c'est-à-dire, quand il fait des débats, il les fait sur les chaînes qui le paient, ce qui est bien normal. Et à partir de ce moment-là, il y a une obligation d'exclusivité
comment dire, pour les chaînes dans lesquelles il travaille. Vous comprenez aisément que si Philippe Millot, président de la chaîne, me voyait aller tous les jours sur CNews pour interroger un invité, il finirait par me dire va à CNews. Donc, l'inverse est valable. Donc, Éric vient que quand il publie un bouquin, parce que là, il est dans la situation de pouvoir expliquer les choses, il publie, il vend son livre, dans le sens tout à fait non péjoratif des choses, c'est normal, et là, il peut venir. Donc, le débat, chez nous, c'est compliqué pour lui, tant qu'il fera du débat, il l'a fait quand même deux, sur CNews, la chaîne de Canal+, et une sur Paris Première, la chaîne du groupe M6 Trahi, je crois, je ne sais plus si c'est Trahi M6, enfin du groupe M6, donc c'est compliqué qu'il vienne en faire, donc il n'en fait pas ailleurs. Donc soit il fait des interventions, des conférences, soit, bien évidemment, il le fait souvent dans le cadre de la promotion d'un de ses ouvrages. Nous lui avons donné, non pas cette année, c'était Didier Maistre, le président de Sud Radio qui l'a eu, mais le prix de la rédaction de TV Liberté en 2018, donc en janvier 2019, pardon, en janvier 2019, nous lui avons donné le grand prix de la rédaction pour à la fois sa liberté et son courage, évidemment son courage, et puis aussi sa ténacité, parce qu'il ne démord pas de ce qu'il pense et ne recule pas. Et je trouve qu'il procède aussi à sa façon, à un travail que je trouve un travail d'excellence, même si je ne partage pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Évidemment, c'est là encore la notion de partenariat. De partenariat, on peut bien évidemment accepter que l'autre ne soit pas d'accord totalement avec soi. Donc voilà, donc, pour l'instant, il est quand même très pris par son métier, il est un journaliste, donc il faut bien qu'il vive de son métier, et il est souvent remis en cause, il faut bien le dire, puisqu'il a failli être viré de Paris Première. On a cherché à ce qu'il ne vienne pas à CNews, il a été viré avant de l'ITélé, et Figaro, où il travaille, a souvent été l'objet de pression par le syndicat des rédacteurs, le syndicat des journalistes, qui se prononçait contre les journalistes Zemmour ou contre les journalistes Gilles Bastier. C'est-à-dire que dans leur propre maison, les journalistes qui font preuve de courage sont abattus ou frappés par leurs collègues au sein de la maison. On en est là. Bon, s'il n'y a pas de questions, juste je me permets d'annoncer la prochaine conférence. Alors au mois de mars, le Cercle Saint-Riel ne fait rien. Par contre, il invitera ses auditeurs à aller voir le film de Marie-Cheyenne Caron à Chantilly. Donc c'est Bernard Salé qui les invite. Le fils d'un roi, hein, c'est ça le titre ? Et au mois de fin avril, alors nous recevrons quelqu'un qui a été reçu justement il n'y a pas longtemps chez TV Liberté, Jacques Boncompin, qui a été reçu par Anne Brassier dans Perles de Culture, et qui nous parlera du maréchal Pétain.